Après la ville de Goma et Sake, le mouvement M23 AFC a tenu un meeting. C'était ce hier à Bukavu, le chef-lieu bien évidemment de la province du Sud Kivu. Ce meeting sera donc notre sujet de cet avant-midi dans cette émission Entretien qui reçoit pour aujourd'hui cette chercheur, ce journaliste, cet homme qui réfléchit très bien et a trait également à toutes les questions de la vie quotidienne de la population congolaise en général. Monsieur Nikez, Kibelbel, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, confrère. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois sur ces plateaux de Web Information TV. Le mouvement M23 AFC a tenu un meeting, c'était ce hier à Bukavu. Dites-nous, comment est-ce que vous portez vos analyses sur ces meetings? Oui, merci beaucoup. Effectivement, le mouvement AFC M23 a tenu ce meeting jeudi 27 février à Bukavu. Et au regard des images, le meeting s'était bien déroulé. Bien déroulé jusqu'aux dernières minutes parce que le coordonnateur Corneille Nangaa venait de quitter la scène. Et juste quand il quittait la scène, je pense 2-3 minutes après, il y a eu cet incident malheureux où, selon beaucoup de gens, 2 bombes ont été lancées dans la foule, ce qui a provoqué des dégâts humains et matériels. Jusque-là, on parle de 11 morts et d'une 50aine de blessés. Donc voilà ce que nous savons de cet incident malheureux qui s'est produit à Bukavu. Est-ce que l'incident s'était vraiment déroulé avant, pendant ou après les meetings? Alors, selon les informations qui se recoupent, l'incident s'est déroulé après les meetings. C'est-à-dire que Corneille Nangaa a terminé son speech. Dans les 3 ou 4 minutes qui suivaient, donc toute son équipe est sortie et on a lancé des grenades sur la foule. Donc l'incident s'est produit après que le meeting a été clôturé. C'est la recherche que vous avez faite, vous, journaliste. Dites-nous, ces explosifs viendraient d'où? Alors, ça c'est un problème d'investigation, d'enquête. D'emblée, on ne peut pas dire ça venait d'où, mais on peut se poser des questions. Les assaillants, appelons-les comme ça, ou les terroristes, parce que celui qui jette une bombe, une grenade dans la foule, c'est un terroriste. Alors on peut se poser des questions. Cet acte terroriste visait qui? Quelle était la cible? Bon, si la cible était, parce que ce sont des hypothèses, si la cible était Corneille Nangaa, les terroristes qui a lancé, ou les terroristes qui ont lancé les grenades, devaient lancer en plein meeting. Et pourquoi on a attendu que Nangaa parte pour qu'on lance? Alors, donc ça devient difficile pour dire quelle était la cible. Parce que là-bas, il y avait 2 cibles. La première cible, selon la position où l'on se trouve, la première cible, c'est l'AFC M23. Si on est dans la position de l'adversaire ou de l'ennemi. La deuxième cible, c'est la foule. Si on est dans la position de l'AFC M23. Alors, maintenant, pour déterminer l'origine, il faut des analyses balistiques qui vont prouver que cette grenade est de marques telles, par exemple des marques chinoises, détenues par telle force. Mais vous savez aussi, avec la prolifération des armes, avec tous les événements qui se sont déroulés, aujourd'hui nous voyons l'AFC avec des tenues de JR, des tenues de FRDC, avec des jeeps de FRDC. Donc il est difficile, dans un premier temps, de dire l'engin est venu d'où? Ou est venu de quelque part? C'est venu de quelque part, mais celui qui l'a lancé, ou ceux qui l'ont lancé, qui les ont lancés par ces 2 grenades, il y en avait 3, il semble, il y a une qui n'a pas explosé. Ceux qui les ont lancés, ils étaient de quel camp? Donc, dans un premier temps, c'est difficile sans les enquêtes préliminaires. Mais selon quelques journalistes présents à Bukavu, ils disent que l'assaillant, l'un a été appréhendé. Est-ce que vous avez eu le temps de vérifier cette information? Et si oui, on peut toutefois savoir d'où viendraient ces explosifs. Alors, c'est toujours difficile parce que nous sommes dans un jeu de ping-pong.
le gouvernement accuse le M23. Mm. Le M23 accuse le Le gouvernement. gouvernement. J'ai suivi aussi ce matin qu'il y a 2 qui avaient été arrêtés. Mm. Deux suspects. Mm. Il faut les appeler des suspects. Parce qu'on a dit que même l'un, on a trouvé une grenade dans sa choc, ça. Alors, vous savez, le problème des grenades, c'est des choses comme le mot dit, explosifs. Mm. C'est très dangereux. Mm. Donc, même la personne qui a la grenade, si elle ne fait pas attention, elle meurt. Mm. Elle explose avec la grenade. Mm. Donc, trouver la grenade dans ses chaussures, tout ça, bon. Mais au moins, une analyse neutre, scientifique, nous dit simplement que on a, selon le M23, on a arrêté 2 suspects. Maintenant, les 2 suspects, on va les interroger. Mais aussi, puisque le tribunal qui va les interroger, ou les enquêteurs, Ok. ils sont du côté du M23. Mm. Donc, ils peuvent ne pas donner la vraie version des faits. Ils Ok. peuvent faire avaler à 2 messieurs qui peuvent ne pas être des suspects, mais à 2 messieurs qu'on présente comme étant des suspects, on peut leur faire avaler des choses pour dire, bon, écoutez, c'est le gouvernement qui nous a dit ça, ainsi de suite. Donc, les enquêteurs peuvent ne pas être neutres parce qu'ils sont dans un camp. Vous savez, la justice, elle est indépendante. Mais la justice d'une rébellion ne peut pas être indépendante. Ça aussi, c'est un fait. Assurément. Donc, il faut encore attendre, mais une enquête prend du temps. Aujourd'hui, on peut proclamer, on peut présenter des suspects, on peut dire ce sont eux, mais dans une enquête, c'est le temps qui juge tout. Parce que le temps peut se révéler en disant non, non, ça c'était un montage. C'est un exemple. Mm. Nous avons vu à Badolite, quand Jean-Pierre Bemba est allé en Centrafrique, Mm. au retour, il a jugé des gens. Mm. Mais on a estimé que lui-même ne pouvait pas juger ces hommes de façon objective. Et Jean-Pierre Bemba a été amené à la CPI. Mais c'est différemment le mouvement de Jean-Pierre Bemba et les M23. Les M23 s'appellent les révolutionnaires et non les révolutionnaires, allais-je dire, et non les terroristes ou bien les rebelles, comme vous les appelez. Non, non. Le M23 ne s'appelle pas révolutionnaire. M23 signifie mouvement du 23 mars. Mm. AFC signifie Alliance Fleuve Congo. Mm. MLC, Ces deux-là s'appellent révolutionnaires. oui, Donc, les membres de ces deux mouvements s'appellent révolutionnaires. il s'appelle Libérateur. Libérateurs. Vous voyez, Mm. les MLC signifiaient Mouvement de libération du Congo. Ils aussi étaient des libérateurs. Mhm. Même quand ils sont allés en Centrafrique, ils sont allés comme des libérateurs. Vous voyez, Mm. ils ne sont pas allés comme des terroristes. Le M23 AFC, ici, ne vient pas comme des terroristes. Il vient comme libérateur. Mais les actes, quand quelqu'un prend un engin explosif, Mm. lance dans la foule, cet acte-là est un acte terroriste. Et la personne qui a lancé obéit dans la définition d'un terroriste. Comprenez? Ok. Donc, les suspects qu'on a arrêtés, Mm. si réellement ce sont eux, ils sont des terroristes. Ok. Comprenez? Mm. Alors, il faut maintenant que les enquêtes puissent nous dire quels objectifs ils poursuivaient. Ok. Vous voyez? Mm. Parce que s'ils disent, vous savez, on a déjà vu des militaires tirer en l'air. Mm. Toujours en étant chez eux, ils tirent en l'air. Mm. Parce qu'il y a des traumatismes, il y a des stress et tout ça, ainsi de suite. Il faut qu'on, ces gens qu'on a arrêtés, qu'on les auditionne sérieusement, avec toute la fourchette qu'il faut, pour qu'ils disent si réellement ce sont eux, qu'ils disent quelles sont les motivations qui les ont poussés à jeter des grenades dans la foule. Parce que la question, elle est simple. Mm. Qui était la cible? Mm. C'est ça la grande question. La grande question, c'est ça. Qui était la cible? Mm. Parce que si la cible était l'AFC, on jetterait en plein meeting. Et il n'y a aucun membre de l'AFC qui a été victime, j'ai signalé. Oui, bon, de toutes les façons, dans une pareille circonstance, d'abord, nous devions commencer par présenter les condoléances à tous ceux qui sont morts et qui sont blessés. Assurément, et toutes Oui. les familles Oui. victimes. Donc, dans ce genre de circonstances, même si c'est votre ennemi, Mm. vous ne souhaiterez pas qu'il meure. Mm. Donc, que les gens de l'AFC M23 ne soient pas atteints, c'est une bonne chose pour eux. Mais la question reste fondamentale. Parce que dans chaque crime, il y a le mobile. Mm. Quel est le mobile du crime? Et il y a la question subsidiaire. À qui profite le crime? Mm. Vous comprenez? Donc, il faut répondre à ces deux. Mhm. Quel est le mobile du crime? Mhm. Donc, quelle était la cible? Mhm. Maintenant, en jetant des grenades dans la foule, Mm. ces crimes profitaient à qui? Mm. Parce que le gouvernement s'est dit, c'est ma population.
moi, je ne peux pas tuer ma population. Mm. Et si si c'était moi, gouvernement, je lancerais sur Corneille Nangaa, par exemple. Mm. Donc, comme le meeting était déjà terminé, le gouvernement dit, vous voyez, ce n'est pas moi. Parce que si c'était moi, j'allais viser Corneille Nangaa. Mais comme Corneille Nangaa, quand le meeting était terminé, que l'incident s'est produit après, donc ce n'est pas moi. C'est comme ça, le gouvernement dit, l'armée les troupes étrangères d'un pays, bon, les troupes d'un pays étranger. Parce que le gouvernement n'a pas cité le Rwanda le président de la République n'a pas cité le Rwanda dans son message, mais les troupes d'une armée étrangère qui occupaient notre pays. Ça saute aux yeux. Donc maintenant, il faut se poser cette question-là. Quel est le mobile du crime et à qui profite le crime? Ce ne sont que ces deux questions-là qui peuvent nous donner des réponses et comprendre pourquoi cet incident a eu lieu. Comment analysez-vous les faits? Les communiqués de l'état-major congolais qui dit que c'est les M23 dans leur mission d'exterminer les peuples du Kivu, qui ont largué bien évidemment ces bombes. Deuxièmement, il y a les M23 qui fait également un communiqué disant que c'est les militaires, les FARDC, qui auraient lancé des bombes sur les paisibles populations. Dites-nous comment analyser. Alors, les deux camps s'accusent. Mais une analyse froide peut nous pousser à certains aspects d'observation. Tout le monde est unanime que c'est le M23 AFC qui contrôle Bukavu. Et ils ont même dit qu'ils sont jusque à Kamanyola. Ils ont même dit que tous les FARDC, toutes les autorités politico-administratives ont fui. Donc, il y a eu ratissage, la ville est entre leurs mains. À ce moment-là, si nous partons sur cette piste-là, il devient quand même assez, comment dirais-je, anormal de dire que c'est le gouvernement. Ça, c'est une piste. Mais vous savez, les crimes se préparent. Donc, on peut, comme c'est un acte terroriste, et le terroriste fait la guerre asymétrique. Le terroriste peut se retrouver dans la population. Le terroriste opère dans la population. Donc, comme c'est un acte terroriste, on peut balayer l'explication en disant tout le monde est parti, les pro-gouvernementaux sont partis, le terrain est resté entre les mains du M23 AFC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le M23 AFC peut dire, mais écoutez, c'est vrai, nous gérons, mais il y a des infiltrés qui sont arrivés. Ce sont les infiltrés qui ont lancé. C'est pourquoi le mobile du crime est très important et à qui profite le crime, c'est ça aussi la question. Sinon, nous pouvons rester pendant des années à nous, pas nous, hein, mais à eux, à se jeter la balle. À se jeter la balle. Parce que, et comme j'ai dit aussi, même si l'AFC présentait des suspects qui deviendraient finalement des assaillants, le gouvernement ne croira pas. Parce que l'AFC est seul sur le terrain. Il est seul sur le terrain. La justice qu'il a, c'est une justice qui n'est pas indépendante. C'est une justice qui dépend complètement de sa volonté et de son idéologie. Donc, la question devient complexe à l'heure qu'il est pour dire non, c'est le gouvernement qui a lancé ou c'est le M23. Donc, il faut nécessairement des enquêtes. Et les enquêtes sérieuses ne peuvent pas se passer en un jour. Parce que dans le principe de l'investigation, si vous êtes en avance sur les criminels, c'est que vous avez participé au crime. Vous comprenez? C'est comme le menuisier, le raboteur. Il n'est raboteur que lorsqu'il a raboté, lorsqu'il a travaillé la planche. Mais il ne peut pas être menuisier avant d'avoir fait l'armoire ou bien fait la chaise. Donc, dans le principe de l'investigation, on ne peut pas être en avance sur le criminel. Si vous êtes en avance sur les criminels, c'est que c'est vous les criminels. C'est-à-dire que vous avez participé à la réunion ou bien à la mise en marche du plan du crime. Donc, jusqu'à l'heure qu'il est, normalement et logiquement et selon toutes les fourchettes d'une analyse, d'une enquête, on ne peut pas d'emblée dire c'est tel ou c'est tel. Il faut laisser le temps au temps. Un éclaircissement. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il y a les militaires qui étaient assimilés dans les réseaux sociaux comme ceux
des M23 qui étaient en train de circuler dans la ville de Bukavu. Ils ont largué une petite bombe juste après une clôture. Dites-nous, les gens de Bukavu et toute la population congolaise disent que c'est à cause, je dis bien à cause de cette vidéo que ces derniers seraient à la base de ces explosifs. Alors, vous savez, nous sommes en guerre et vous savez aussi que le premier élément de la guerre, ou la première guerre commence par les médias. Et aujourd'hui, avec la multiplicité, avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, avec ce que nous appelons communément les réseaux sociaux, il y a des fake news, il y a des montages, il y a tout. Une vidéo pareille qui n'est pas passée au peigne fin, qui n'est pas passée à une observation, il n'est pas aisé de dire que c'est une vraie vidéo. C'est pourquoi je vous demande pour l'éclaircir. Alors, c'est pourquoi nous disons, les vidéos, n'importe qui peut monter une vidéo, peut balancer sur les réseaux sociaux. La vidéo peut être une pièce à conviction, mais il faut d'abord qu'on puisse vérifier la véracité de cette vidéo-là. Donc, il est difficile de dire que c'est à cause de cette vidéo-là que tout est arrivé. Il y a des traumatismes. Il y a des stress dans la population. Alors, n'importe qui peut se présenter comme un fou, mais d'abord, comme je l'ai dit ici, la circulation des armes, c'est une circulation incontrôlée. Une circulation incontrôlée, et ce que nous devons craindre, que de pareils actes se reproduisent régulièrement. Ou quelqu'un qui est là chez lui, il regrette parce qu'il ne peut pas manger, il a une grenade, paf, il jette dans la foule. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que quand on jette de façon aveugle, comme quand on jette dans la population, c'est-à-dire on s'entend à un carnage. 11 morts, plus de 50 blessés, c'est pas une... 56 blessés. 56 blessés, c'est pas une moindre affaire. Parce que parmi les blessés, il y a des blessés graves, on craint que le nombre de morts puisse augmenter. Et même si ça n'augmentait pas déjà, même un mort, c'est déjà un problème. Donc, le traumatisme, il faut contrôler tout cela. Mais qui va contrôler? C'est ça le problème. Qui va contrôler? Qui va essayer de donner un certain espoir à une population qui est aujourd'hui blessée? Monsieur Niquez, un autre fait. Il y a une vidéo qui a circulé un jour avant le meeting. Il y a un gars qui se filme et dit « Je vous conseille de ne pas aller participer à ce meeting. » Parce qu'il y a le Wazalendo, qui viendront attaquer directement Nanga et lui tuer sur champ. Est-ce que ce dernier ne peut pas être le premier suspect? C'est lui qui se filme. Alors, le problème, c'est que nous sommes dans un acte criminel. Dans le crime, on peut dérouter l'enquêteur. On peut dérouter l'enquêteur parce que est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui se dit, enfin, qui sait qu'on peut le retrouver facilement, se filme et dise que non, demain si vous allez... Non. D'abord, est-ce que la personne qui a filmé vit à Bukavu? Ça, c'est une question primordiale. Mais alors, de deux, je peux préparer un crime, mais pour faire diversion, je le mets sur le dos d'une autre personne. Ça s'est fait. Mais oui, ça s'est fait. Parce que, écoutez, lorsque on peut tuer quelqu'un, je prends un mauvais exemple, on peut tuer quelqu'un devant l'entrée président. On le tue la nuit. Mais on prend le corps, on va déposer, par exemple à l'ULPGL. Vous comprenez? Alors, dans un premier temps, quand les gens viendront découvrir le corps, ils diront, on a tué, le monsieur, on l'a tué à l'ULPGL. Mais il faut les enquêtes pour savoir que ça a été un montage. Donc, un crime se prépare. Et quand le crime se prépare, le criminel est en avance sur tout le monde. Il prépare tout. Il prépare la diversion. Par exemple, cette vidéo-là qui dit « N'allez pas, les Ouazalènes vont attaquer ». Les Ouazalènes n'ont pas attaqué. Les Ouazalènes, c'est au pluriel. Alors, mais le monsieur c'est comme ça nous disons, a supposé, parce que nous sommes devant deux camps qui s'entrecusent. Si moi je suis l'avocat du côté gouvernement, je dis, mais écoutez, les M23 avaient tout préparé, ils ont fait une mise en scène en disant, n'allez pas, les Ouazalènes vont faire ceci. Ça, c'est une mise en scène. Si je suis du côté des M23, je dis, mais écoutez,
le gouvernement, à travers le Ouazalène, ils avaient déjà annoncé la veille que n'allait pas. Mais une chose est certaine, que la population est partie. Assurément. La population est partie. Une autre chose est certaine, qu'il y a eu des morts. Alors, c'est pourquoi nous disons que dans une enquête qui se veut sérieuse, ce n'est pas en un jour qu'on découvre tout. Donc, il faut laisser, parce que, comme on dit, vaut mieux laisser. Donc, il n'est pas bon d'arrêter des innocents alors que les criminels courent la rue. Alors, si on va dans la précipitation, parce qu'on veut montrer à la face du monde que nous avons arrêté des gens qui sont venus du gouvernement, ça peut ne pas être une bonne affaire. Parce que demain ou après-demain, quelqu'un peut amener des preuves en disant non. Ceux qu'on a arrêtés, on leur a mis des choses dans la bouche, mais la réalité, ce n'est pas ça. Mais nous avons vécu ces problèmes dans 2002 ici. En pleine procession de l'église catholique, il y a quelqu'un qui a jeté une grenade sur le Monseigneur Ngabo. Mais celui-là, on l'a arrêté comme quoi. Parce qu'à cette époque, c'était le RCD qui gouvernait. On l'a arrêté en disant que c'est le gouvernement qui a envoyé les messieurs. Mais en réalité, ce n'était pas le gouvernement. Donc, il est plus prudent d'observer, de réunir tous les éléments possibles. Parce qu'une enquête, il faut procéder par élimination. Bon, nous avons arrêté des suspects. Dans ce qu'ils disent, est-ce qu'il y a une cohérence? S'il n'y a pas une cohérence, on supprime, ainsi de suite. Mais si c'est pour une consommation extérieure, pour dire c'est le gouvernement qui a monté les gens, on va faire avaler à ces deux suspects-là des choses qu'ils pourront même avouer sous torture en disant oui, c'est le gouvernement, on nous a envoyé, on nous a donné l'argent, on fait ainsi de suite. Ce montage-là, c'est connu. Donc, il ne sert à rien d'aller vite, parce qu'on dit aussi, après la mort, il n'y a plus urgence. Alors, Monsieur Nicaise, dites-nous, est-ce que cette explosion n'était-elle vraiment une erreur de manipulation? Alors là, vous soulevez quelque chose de très important aussi. Ça peut être une erreur de manipulation, mais nous pouvons écarter à 70% l'erreur de manipulation. Parce que dans l'erreur de manipulation, celui qui détient la grenade devait mourir avec la grenade. Vous comprenez? Parce que selon les témoignages, on a jeté. Vous voyez? C'est-à-dire on s'est débarrassé. Mais dans l'erreur de manipulation, vous dégoupillez la grenade et vous-même, vous êtes la première victime. Donc vous mourrez avec la grenade. Ah bon? Mais oui. C'est ça. Donc, c'est du kamikaze. Hein? Ah mais oui. C'est comme ça que ceux qui, effectivement, tu me donnes un bon... Ceux qui font les kamikazes, notamment, nous revenons sur les terroristes, parce que c'est un acte terroriste. Il y a deux sortes de terroristes, ou il y en a plusieurs. Mais vous verrez un terroriste qui accepte les kamikazes, donc il doit mourir pour ne pas laisser les traces. Alors, il est préparé psychologiquement, notamment quand c'est des terroristes islamistes, ils disent, bon, quand vous mourrez, vous allez au paradis et on vous donne 72 vierges. Voilà, vous comprenez. Alors, donc là, il accepte le martyr. Donc, il vient, comme nous sommes là, il dégoupille nous tous, et lui et nous tous, nous mourrons. Ça, c'est les kamikazes. Mais apparemment, ou vraisemblablement, ce qui s'est passé à Bukavu, c'est quelqu'un ou des gens qui ont jeté dans la foule. Donc là, ce n'est pas des kamikazes. Là, c'est un acte terroriste. Donc, il jette, mission accomplie, et il disparaît dans la foule. Voilà. Monsieur Nicaise, dites-nous, qu'est-ce que vraiment ce dossier, ou bien donc cet acte, jouera négativement sur le M23 ou sur la crédibilité du M23? Effectivement, ça entame la crédibilité de l'AFC M23. Parce que c'est eux qui contrôlent la ville. C'est eux qui contrôlent la ville. Et d'abord, si ça ne vient pas d'eux, ce sont des hypothèses. Parce que dans une enquête, on monte d'abord des hypothèses. La première hypothèse, nous disons, ça vient du M23. La deuxième hypothèse, nous disons, ça vient du gouvernement. Si ça ne vient pas d'eux, il y a une cause concrète dans la foule. Et même, parce qu'eux aussi sont vulnérables, dans la foule, même parmi eux, ils ne savent pas qui peut les attaquer par surprise. Alors, à ce moment-là, ça entame leur réputation. Vous comprenez? Bon, si réellement, ils tombent sur des vrais, ceux qui ont lancé, ils les présenteront sûrement au public, mais est-ce que le public va croire? C'est ça le problème. Alors, la question sera éviter les attroupements.
Parce que le terroriste n'agit que là où il y a des attroupements. Parce que son problème, c'est de créer la terreur dans l'esprit des gens. Et la terreur ne peut se créer que quand on fait beaucoup de morts. Parce que quand on a fait beaucoup de morts, le terroriste a gagné. Vous voyez? Donc, cet acte-là entame la réputation de l'AFC M23, qu'on le veuille ou non. Parce que même quand il présentera, même quand il aura raison sur des gens qu'il a arrêtés, le scepticisme entre, le doute entre dans l'esprit des gens en disant, mais comme vous avez dit dans vos questions, on dit qu'on veut diminuer le nombre de la population. Il y a ceux qui restent sur cette théorie-là que non, on doit tuer davantage pour diminuer le nombre. Alors ceux-là, ils ne croiront pas. Comprenez? C'est pourquoi il ne sert à rien d'aller vite en besogne. Il faut mener des enquêtes sérieuses. Mais là aussi, vous savez que des magistrats ont fui. Que ce soit à Goma ou à Bukavu, les magistrats ont fui. À Goma, d'ailleurs, les maisons de magistrats ont été occupées. Le premier président de la cour d'appel, le procureur général, les maisons ont été occupées. Alors, à ce moment-là, les magistrats, s'il y en a, du M23, on peut ne pas leur faire confiance. Que doit faire encore le M23 AFC pour regagner la confiance du peuple congolais qu'il cherche bien évidemment à diriger? Bon, vous savez, le problème, il est simple. Lorsque vous vous présentez dans un milieu, soi-disant pour les libérer, pour libérer les gens du milieu, il faut les sécuriser. La première des choses, il faut les sécuriser. C'est-à-dire, leur donner même l'impression simplement qu'ils sont en sécurité. Parce que s'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas en sécurité, ils ne vont pas vous accepter. Même s'ils ne le disent pas à haute voix, ils sauront que non, vous êtes venus créer davantage de situations compliquées pour leur vie. Parce que vous savez aussi que la guerre bloque ou essaie un peu d'annihiler le rythme normal de la vie. Quand la guerre arrive à la fin du mois, les fonctionnaires, les agents de l'État, les enseignants qui attendent les salaires, la guerre arrive, toutes les banques sont fermées. Il y a déjà un aspect qui montre que ces fonctionnaires-là ne peuvent pas supporter le mouvement. Vous voyez? Bon, maintenant, si vous ajoutez à cela l'insécurité, les écoles qu'on a détruites, ces élèves-là, quand ils arrivent à l'école, il n'y a plus de bancs. On leur dit quoi? Que ce sont les rebelles qui ont fait ça. Vous voyez? Ça crée l'antipathie. Ça crée l'antipathie, ça crée une certaine... bon, comment je peux dire ça? Bon, je ne parlerai pas de haine, mais un certain rejet de l'autorité qui arrive. Comprenez? Vous suivez, on vous dit, bon, écoutez, on fait un reportage à Gisenyi. Les Rwandais disent, non, depuis que la guerre est arrivée, nous gagnons 3 fois, 4 fois, 5 fois. À Goma, on a réduit les taxes, ainsi de suite. À ce moment-là, les Congolais se sentent dépossédés. Parce que les Congolais qui faisaient le commerce transfrontalier, il n'y va plus. Et dans les reportages, on vous dit, les Congolais, ils n'ont plus d'argent depuis que la guerre a commencé. Vous voyez? Donc, il y a une certaine communication qu'il faut donner si vous voulez être accepté. Et sur ce point-là, le M23 a communiqué. Non. Le M23 a dit, juste après cette explosion, c'était dans un point de presse, Nanga a dit qu'ils vont prendre soin ou bien prendre en charge tous les frais des obsèques des victimes, oui, mais également prendre en charge toutes les victimes qui sont hospitalisées. Oui, mais c'est bien. Le problème, ce n'est pas la prise en charge. Le problème, est-ce que demain, ce même incident ne va pas se reproduire? C'est ça le problème. Donc le problème, c'est rassurer la population que vous êtes sous notre protection, rien ne va arriver. Mais c'est une ville, vous savez, il y a le banditisme urbain aussi. Mais dans la population, quand vous venez en libérateur, vous devez donner toutes les garanties que vous ferez mieux que celui que vous avez chassé. Assurément. Voilà. Alors, peut-être la dernière question, dites-moi, monsieur Nikez Kibelbel, sur le plan international, à quoi le M23 risque partant de cette explosion? Bon, l'explosion n'est qu'un autre incident parmi tant d'autres dans le parcours du M23. Vous savez, à Goma, il y a eu plus de 3000 morts, il y a eu plus de 5000 blessés, ainsi de suite. On met ça sur le compte du M23. Comprenez? Alors, c'est dans le parcours du M23 qu'on essaie de mettre tout cela. Cela signifie que
qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le seul conseil qu'on peut donner à un 23, c'est de soigner son image de marque. Ok. Et soigner son image de marque, cela signifie moins de violations des droits de l'homme, moins de brimades, une certaine liberté. M23 a une image de marque, selon vous? Mais toute personne a une image, toute personne, tout mouvement doit avoir une image de marque qu'il doit soigner. Ah, ok. Si vous ne soignez pas, même vous, si là où vous passez, je prends un exemple simple là, quand un monsieur ou une dame respecté dans la cité ou dans les quartiers, si on le voit uriner dans la rue, son image de marque diminue. Il ne soigne pas. C'est-à-dire que toute personne, qu'il soit individu ou collectivité, ou un mouvement, ou un parti politique, ou même un pays, il faut soigner l'image de marque. Okay. Et si vous voulez qu'on vous respecte, qu'on vous prenne au sérieux, c'est d'abord ça. Parce qu'on dit, chez nous, même si on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit, par son habillement. Que doit faire le M23 pour soigner son image de marque, selon vous? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il doit rassurer la population. Parce que la population, elle est sous sa gestion. Il doit rassurer la population qu'il y aura la sécurité, qu'il y aura les libertés. Les libertés de mouvement, c'est-à-dire de circulation, liberté de commerce, liberté d'expression. Alors, s'il le fait de façon normale, bien sûr, vous verrez que son image de marque pourra, parce que tout ce qu'il va faire, c'est en comparaison avec Kinshasa. Okay. Vous voyez, tout ce qu'il va faire, c'est en comparaison avec Kinshasa. Alors, lorsqu'on compare, il y a toujours celui qui est passé avant vous. C'est comme par, je ne sais pas, réflexe le terme m'échappe, mais je peux dire par réflexe de cohabitation d'antan, celui qui est passé avant vous est plus considéré que vous, si vous ne faites pas mieux que lui, ou si vous ne faites pas comme lui. Et vous avez l'obligation de faire plus mieux que lui. Vous avez l'obligation de faire mieux que lui, parce que vous êtes jugé par rapport à lui. Merci beaucoup, Nikez Kibelbel. Nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire en conclusion? Alors, comme je l'ai dit, toute personne a besoin de vivre. Le M23 AFC a une obligation de sécuriser la population qui est sous son contrôle. Cette obligation lui permet de donner une garantie que ces activités, ou disons ces incidents-là, ne pourront pas se reproduire. Le problème, ce n'est pas de dire que c'est tel qui a fait ou c'est tel, non. Le problème, c'est de donner une garantie que nous maîtrisons les terrains, la situation, que ces incidents ne pourront pas se rétablir. Mais nous savons que nous sommes dans des villes, il y a le banditisme urbain, nous sommes dans des milieux où il y a circulation exagérée et en désordre des armes de guerre. Et c'est aussi difficile, mais c'est celui qui gère la cité, celui qui gère l'entité, et c'est à lui que nous devons demander cette protection. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Nikez Kibelbel, d'avoir encore une fois répondu présent à notre invitation. Tout le plaisir a été pour moi, je vous remercie. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous jetons de l'encre à cette production d'aujourd'hui. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés depuis le début de cette émission. N'hésitez pas encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de vous abonner, mais également ouvrez votre cloche de notification pour toujours être en alerte de toutes nos productions. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous. Au revoir.